le dernier sommet européen de l'année 2015, les 28 se penchent sur de nombreux sujets sensibles, de la crise migratoire en passant par le Brexit ou encore la lutte contre le terrorisme. Jonathan Serrao. Sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, crise migratoire, terrorisme et Turquie, les préoccupations ne manquent pas pour ce sommet de l'Union européenne, le dernier de l'année. Arrivé jeudi à Bruxelles, les chefs d'État vont tenter de s'entendre avec David Cameron, déterminé à tenir sa promesse de campagne d'organiser un référendum sur l'avenir de son pays dans l'Union. Le Premier ministre britannique a toutefois signifié des progrès dans la position européenne. Je pense que beaucoup de progrès ont été faits, mais cela s'annonce difficile parce que nous nous attaquons à quelque chose de très compliqué, quelque chose qui n'a pas été tenté auparavant, ni tenté par un autre pays, c'est-à-dire renégocier notre position au sein de l'Union européenne. Pour François Hollande, l'Europe a besoin de la Grande-Bretagne. Je pense que le Royaume-Uni a besoin de l'Union européenne et l'Union européenne a besoin du Royaume-Uni. Géographiquement, historiquement, culturellement, le Royaume-Uni est dans l'Europe. Celle qui ne l'est pas encore, c'est la Turquie. Ankara a mené une adhésion dans l'Union contre son aide à freiner l'afflux de migrants sur le sol du vieux continent. La chancelière allemande Angela Merkel a laissé la porte entrouverte mercredi en indiquant qu'il était déraisonnable de se barricader au XXIe siècle. Mais la méfiance reste de mise entre toutes les parties. Alors on en reparlera de la Grande-Bretagne, mais pour l'heure les migrants, ils ont été le symbole de la crise migratoire cette année. Ils ont secoué les consciences, ils nous ont émus, troublés. Que sont devenus, Betsabé, ces migrants emblématiques? C'est la question que s'est posée la BBC, la chaîne britannique qui est allée les rencontrer. Exactement. Alors, Laït Majid, par exemple, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, son visage, vous le connaissez. Regardez celui d'un père en pleurs qui vient de frôler la mort avec ses enfants. Un homme qui en a trop vu. Ce cliché, il débarque à peine sur l'île de Kos, en Grèce, avec sa famille. Il a encore les pieds dans l'eau, il a encore son gilet sur le dos. Aujourd'hui, cet Irakien sunnite, on a cru qu'il était syrien au début, vit en Allemagne en attente de ses papiers. Et eh bien, cette photo, il ne veut plus la voir, car même si aujourd'hui ils sont sains et saufs, il se dit en sécurité en Allemagne, eh bien, il y a les images si nettes encore dans son esprit. Il raconte en larmes comment sur le canot pneumatique bondé, on sentait, je cite, l'odeur de la mort inéluctable. C'était indescriptible et accablant. Des personnes ont commencé à mourir, à se noyer. On se sentait faible, on pensait qu'on était en train de mourir avec nos enfants. Alors aujourd'hui, ils sont sains et saufs, oui, mais il y a la peur qui n'a pas quitté le plus jeune. Il ne parvient toujours pas à dormir, traumatisé non seulement par la violence subie en Irak, mais aussi par ceux qu'ils ont vus en mer. Alors heureusement, il y a la solidarité. Les rencontrants se rendent compte à quel point la barrière de la langue était handicapante pour eux. Alors Daniel Eterquier, l'auteur de ce cliché, le photographe, eh bien, a lancé une vente de tirage de cette photo à la fois triste et célèbre pour participer au financement de cours de langue pour les réfugiés en Allemagne où il se trouve. Alors un autre qui aura marqué les esprits, un autre cliché aussi, c'est celui d'un homme qui a été frappé à terre par une journaliste. Ouais, on n'en a pas beaucoup parlé aussi, c'était le 8 septembre dans le sud de la Hongrie, donc à la frontière avec la frontière serbe, parmi des centaines d'autres migrants. Il court, son fils dans les bras, tentant de forcer un cordon policier. Ce cliché, il est à terre après qu'une journaliste hongroise lui a fait un croche-pied. Son nom, c'est Oussama Abdul Mohsen. Ce Syrien vit désormais à Madrid avec sa femme et deux de ses enfants. Il y pratique son métier, il est entraîneur de foot. Il va bénéficier d'un appartement de fonction. Il a quand même deux autres enfants qui sont actuellement en Turquie, toujours en attente de la réponse à une demande d'asile. Quant à la colère, il tente lui aussi d'oublier deux pères de famille. Donc, mais bien sûr, il y a ces milliers d'autres migrants dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, dont les seules traces sont parfois ces gilets de sauvetage qui ont été jetés en panique sur le rivage. Ici, c'est à Lesbos, en Grèce. Et puis, enfin, on rappelle qu'il y a ceux qui n'ont plus de destin, ceux qui ont laissé leur vie dans cette traversée. Ils sont plusieurs milliers cette seule année 2015. Il y a par exemple ce petit Aylan Kurdi, ce petit Syrien dont on se souviendra, un tout petit migrant, mais surtout un tout petit garçon.
Merci Betsabé pour leur avoir rendu hommage. En tout cas, on va s'intéresser à présent à un autre aspect, à un autre volet de ce dernier sommet européen de l'année. David Cameron qui a un problème finalement. Les réformes qu'il exige pour faire campagne en faveur du oui sont jugées impossible par ses pairs, juridiquement et politiquement. D'une façon ou d'une autre, quelqu'un va donc devoir se déjuger si l'on veut éviter ce que le débat s'envenime et que la deuxième économie de l'Union européenne finisse par claquer la porte. Christian Mallard, bonjour depuis Paris, merci d'être avec nous. Le Brexit, c'est encore à l'ordre du jour ? Le Brexit est encore à l'ordre du jour, oui, mais c'est surtout le problème des migrants qui pose problème, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un rapport qui a été publié par la présidence luxembourgeoise et qui affirme que rien ne fonctionne. Les discussions sont dans l'impasse, alors que vous le savez, il y a quand même des migrants qui arrivent en Europe au rythme de 4000 par jour. Alors, François Hollande et Angela Merkel, et même M. Cameron, ont proposé la création disons, d'un corps européen de 1500 à 2000 gardes frontières qui seraient mobilisables en cas de défaillance à l'une des frontières de l'espace Schengen. Mais il y a toujours ce clivage nord-sud qui est là. Alors on voit les pays comme l'Italie et la Grèce qui reprochent à ceux de l'Europe du Nord de refuser le partage équitable des demandeurs d'asile. Enfin, j'ajouterais qu'il y a deux points fondamentaux qui me paraissent quand même très graves. C'est que l'identification des migrants qui arrivent en Grèce et en Italie est irrégulière. Il y a seulement 2 centres sur 11 prévus qui fonctionnent. Et puis alors, là, on a le pire. Les frontières avec la Turquie et les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas sous contrôle. Ce qui constitue, vous l'imaginez, Nathalie, une menace considérable pour la sécurité, avec toutes les possibilités pour les terroristes de Daesh de s'infiltrer. J'ai envie de vous dire que tout ça n'est vraiment pas de bon augure. Est-ce qu'on a le sentiment ici, Christian, que l'Europe en danger finalement paye le prix d'une sorte de sclérose de son économie, de ses institutions également ? Mais il n'y a pas d'Europe, Nathalie, vous savez, vous avez raison, je veux dire, il y a une véritable sclérose, il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas d'Europe économique. Si on voulait vraiment peser sur les problèmes de la planète et sur les problèmes des migrants et d'autres, il faudrait se structurer autrement et qu'il y ait davantage de concertation, de cohérence dans la politique que nous menons, mais malheureusement, on n'en est pas là. Alors, il n'y a vraiment pas de quoi être enclin à l'optimisme, ça c'est clair. Merci beaucoup, Christian Mallard, en direct Merci, de Paris.